Nous accueillons maintenant sur le plateau du talk du mondial des CCE Franck Meynel. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Franck Meynel, vous êtes président fondateur d'Eden Park, une marque de prêt-à-porter d'inspiration au rugby, un sport dont vous avez été vous-même international français avec plus de 50 sélections. Donc la marque a été lancée en 1987, vous fêtez vos 30 ans cette année. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès d'Eden Park sur une telle durée ? Sa différence, son histoire, et puis des éléments fonciers qui sont des priorités que je pense que nous avons su mettre en œuvre pour pérenniser cette marque, c'est-à-dire la qualité. Bon, lorsque je termine mes études d'archi et que je plonge dans cet univers inconnu, j'ai eu la chance de passer dans les pattes d'EuroSCG au moment où on élaborait le projet et j'ai eu droit à 2-3 conseils. Assez paradoxalement, cette boîte de communication a mis à part le nœud papillon qui est une petite bombe atomique extraordinaire en disant mais quel va être le foncier de ton entreprise et heureusement j'ai su les écouter et mettre dans l'ordre un positionnement, une qualité pour pouvoir ensuite juste venir apposer ce qui allait être le déclencheur et le démultiplicateur de notoriété qu'est ce petit nœud papillon qui est symbole bien sûr d'un certain état d'esprit mais qui est aussi une reconnaissance directe qui plaît, qui ne plaît pas mais en tout cas qui interpelle. Alors jusqu'à maintenant, environ 70% de vos ventes restent sur le territoire français. Est-ce que c'est une ambition d'avoir dans le futur davantage d'équilibre à l'international ? Probablement. J'ai pas forcément l'ambition de racheter le bateau d'Abramovich. En tout cas, c'est pas dans mon objectif premier. Ce qui veut dire que si j'ai cette ambition, si je continue à avoir la niaque, pour reprendre une expression bien connue aujourd'hui, mon ambition, elle est en revanche de ne pas galvauder le potentiel de cette marque. Je sais qu'on a je vais pas dire une petite endormie, c'est Jacques Ségala qui me taquine en me croisant de temps en temps, mais je sais qu'on a un énorme potentiel sur cette marque. Donc ma frustration serait de passer à côté simplement d'une belle implantation internationale. Nous restons quand même une grosse PME, une petite ETU, comme vous préférerez, avec ses défauts, avec aussi ses qualités. C'est une boîte familiale, donc qui est entièrement contrôlée par moi en l'occurrence, et par de très très bonnes équipes, car moi j'ai un domaine opérationnel, mais je suis nul dans plein de choses dans mon entreprise et j'hésite pas à le dire, donc je prends des bonnes ressources pour pouvoir compenser tout ça. Mais oui, l'ambition, la Chine aujourd'hui, qui remplace les États-Unis d'il y a 20 ans dans nos esprits, fait partie avec l'Asie en général, le Sud-Est asiatique, etc., de la prochaine ambition. Il faut absolument qu'on y soit fort et nous savons déjà que le petit nœud papillon rose peut facilement se déployer sur cette zone. Alors justement, l'Asie, c'est en 2011 que vous avez pénétré le marché asiatique. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement et pour Eden Park, ce continent ? C'est une source terrible d'inconnus. C'est pour ça que, merci Jean-Baptiste de me proposer cette interview d'ailleurs, parce que c'est aussi pour ça qu'on doit y réfléchir pleinement. C'est bourré d'inconnus, bourré de nouveautés. Je fais partie des cinquantenaires, voire davantage, et donc je suis plus forcément aussi agile que quand j'avais 20 piges. Le monde d'aujourd'hui, la digitalisation rend les choses beaucoup plus dynamiques, il faut être très très réactif, et donc il faut énormément écouter, et puis la Chine prend des raccourcis. Quand on se demande, nous, si on va passer de l'iPad pour vendre sur l'e-commerce, on sait déjà que la mobilité est déjà de mise en Chine et qu'on est passé directement de l'ordinateur à la mobilité. Enfin voilà, ce genre de résumé pour vous essayer de vous décrire 2-3 difficultés auxquelles on a vraiment à faire face quand on pénètre un territoire comme celui-là. Répond un petit peu à votre question. Il faut énormément se renseigner et il faut aller très très vite. Et puis il faut donc beaucoup d'expertise. Vous savez, sur un terrain de rugby, on écoute le mec qui fait 2 mètres à côté de vous ou celui qui fait 140 kilos et puis on essaie de composer avec lui, on essaie de s'entendre avec lui. Il faut être extrêmement attentif, même si j'ai quelques certitudes de marketing ou de branding autour de ce nœud papillon, j'en ai beaucoup moins quant à la manière d'aborder ces nouveaux territoires. Et il faut donc choisir les bons. Et le rugby est aussi une histoire de convivialité et je préfère passer du temps à bien comprendre les gens et à bien les connaître avant de me lancer dans le bizarre. Et alors, vous me parlez des inconnus du marché asiatique, ça fait maintenant 6 ans que vous y êtes implanté. Qu'est-ce qu'il a fallu adapter pour que vous y fonctionniez correctement? Ce qui peut intéresser les gens, c'est de savoir pourquoi éventuellement par moment on s'est planté. Et je vais vous raconter juste l'histoire. Voilà, on a rencontré des gens extraordinaires qui ont réussi notre développement sur Taïwan. Et ces gens-là nous ont dit très bien, maintenant on va attaquer Mainland.
Et c'est une énorme boîte, tellement grosse que trop grosse. C'est-à-dire que le départ de la marque était très chouette. On a eu dans des grandes villes de province comme Xi'an ou Chengdu des vraies réussites qui laissaient penser que la marque allait décoller. Et ces gens-là, puisque nous étions associés en JV, en joint venture, nous ont quasiment imposé de remettre énormément d'argent pour le développement fort du premier décollage phénoménal. Une boîte comme la nôtre n'a pas eu les épaules pour pouvoir suivre, et j'ai été obligé de faire le choix terrible de dire non, nous allons arrêter. Je ne vous suis pas dans cette aventure-là. Je vais prendre le risque de mettre ma société par terre. Et ce qui veut simplement dire que il faut faire très attention. Je dirais que c'est ma première recommandation. Quand on travaille avec des très gros, il faut faire très très attention. Voilà. Alors il n'y a pas que des petits qui démarrent en Chine, il y a aussi des gens qui sont déjà gros en Europe, etc. Mais moi, ma recommandation sur cette erreur que j'ai faite, de me dire oui, c'est formidable, ça va être l'Eldorado, on va faire 400 boutiques. Faut juste penser au système. Alors peut-être que ça a été notre erreur de nous tromper sur ce montage, et peut-être qu'une licence bien fichue et bien contrôlée sera plus efficace demain. Alors vous évoquez la Chine, vous évoquez Taïwan, il y a aussi le Japon, Singapour, les Philippines, ouais. Si je suis bien renseigné, le Vietnam l'année prochaine. Ah ouais. Donc l'Asie du Sud-Est est une des régions où vous souhaitez accélérer votre développement à court terme. Quid de l'Indonésie ? L'Indonésie, ça y est, entre guillemets, il y a déjà un projet de 3 boutiques qui est déjà signé. Donc nous allons démarrer cette aventure. Et là aussi, une autre recommandation, un autre conseil voilà. Il faut reconstruire sa notoriété quand on n'a pas une notoriété mondiale. Alors oui, le nœud papillon est connu, mais si vous permettez l'expression, Jean-Baptiste, il est connu de ma grand-mère et de quelques amis en Asie. Donc ça veut dire que la culture rugby est limitée. La culture rugby est limitée, même si le rugby à 7 est en train de prendre une dimension phénoménale, parce qu'il permet à des joueurs de gabarit raisonnable de pouvoir s'exprimer pleinement. Et ce qui s'est passé grâce aux Jeux Olympiques a été très très porteur là-dessus. Mais donc on va démarrer sur l'Indonésie et il faut communiquer. Donc l'objectif principal de l'entreprise aujourd'hui, c'est sa digitalisation. À la limite, j'ai presque envie de vous dire, on va d'abord fabriquer une entreprise digitalisée, et puis on viendra coller, c'est peut-être un raccourci un peu violent, mais on viendra coller le nœud papillon et le textile dessus. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Et vous savez qu'ici en Indonésie, ça a bougé très très vite. Il y a 5 ans, personne ne croyait au e-commerce. Je vous laisse juste constater ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont nous devons être extrêmement agiles aussi sur ce point. Et pour finir, au regard de votre expérience d'entrepreneur désormais et de votre attirance personnelle pour l'Asie et notamment le Japon, quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs français qui sont intéressés par la région ? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire ici ? Alors sur l'exemple typique du Japon, tout le monde je sais, j'ai rien inventé, mais être patient. Être très patient. Les choses se construisent, mais ça ne se fait pas en un jour, et il faut vraiment plusieurs années pour construire un partenariat. Donc si on veut brutalement aller au Japon, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis globalement, à partir du moment où on a une vraie différence, et c'est ce que peut apporter la French Tech, ce que peut apporter le French Flair en général, et parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui continue encore à fasciner une partie du monde. Tant mieux, heureusement qu'il nous reste quelques bricoles pour fasciner le monde, parce que par ailleurs tout le monde va très très vite et nous a rattrapés. Donc il faut jouer sur ces différences. Quand on a la chance d'avoir une histoire, faut démultiplier son marketing. Il faut pas hésiter à être répétitif, redondant, parce que c'est ces petites bricoles imperceptibles qui finalement et que peut-être, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais peut-être que les Asiatiques ne perçoivent pas, c'est normal. Le japonais est meilleur que le monde entier sur le détail technique du textile ou même sur la technologie. Dès lors qu'un élément marketing lui échappe, finalement c'est ce qui le fascine, c'est ce qui l'interpelle, et c'est là-dessus qu'il va vous retenir. Parce que le reste, il sait le faire presque aussi bien que vous, même parfois beaucoup mieux. Merci beaucoup Franck Venel. Merci Jean-Baptiste. Merci.